Robert Amblin décide finalement de reprendre, de faire revivre la structure maçonnique de Memphis-Misraïm. Alors, d'après ce que j'ai compris pendant longtemps, il a été décidé que Memphis-Misraïm fonctionne comme une structure de haut grade. Dans les usages maçonniques, il n'y avait pas vraiment de grade bleu. Cela permettait de ne pas concurrencer les grandes obédiences françaises et cela permettait aussi d'accueillir dans les hauts grades des membres des différentes obédiences françaises. C'était quelque part un lieu d'union. Et certains ont cru y voir des lieux de pouvoir parce que c'est là où quelque part se rencontraient beaucoup de membres de différentes obédiences françaises. Et Robert Amblin, par sa personnalité, les appuis qu'il a reçus de certaines personnes, a développé en France cet aspect, cette obédience. Elle s'est développée à l'étranger, à tel point qu'il a refait des grades bleus, donc des loges des 3 premiers grades maçonniques, et il lui a vite donné une assise internationale. Alors en Italie, c'était assez compliqué parce qu'il l'a développé, mais il y avait d'autres obédiences qui étaient présentes. Mais elle s'est développée au Brésil et aussi en Afrique et en Belgique. Et à tel point je crois que c'est en 1967, il l'a restructurée et il a taillé des institutions à sa mesure. Je vais employer une comparaison un peu osée. On dit toujours que les institutions de la Ve République en France ont été taillées à sa mesure par le général de Gaulle et que certains qui veulent présider n'ont peut-être pas le costume du général de Gaulle. Je dirais qu'à l'époque, Robert Amblin a bâti une structure internationale, mondiale de Memphis-Misraïm, dont il était le grand maître, grand hiérophante, grand maître mondial. Il a taillé les structures à sa mesure. Ne serait-ce que les statuts, je crois que c'est un livre complet. Et il pouvait exercer une présidence, une tutelle mondiale sur l'ensemble parce que c'était lui. Et il donnait la pleine mesure de sa personne. Il y donnait la pleine mesure de sa personne. Ce qui se passe, comme j'ai dit, il prend l'initiative d'une rupture. Peut-être a-t-il développé la structure pour cette raison. En 1967, il affiche ce qu'on a appelé une crise mystique. Je ne l'appellerai pas ainsi. C'est l'époque où il publie Jésus et le mortel secret des Templiers, bien connu. Il y a 2 autres livres qui vont avec, Saint Paul et puis l'autre, Les lourds mystères du Golgotha. Bon, en clair, il remet en cause la lettre des évangiles, la mort et la résurrection de Jésus. C'est beaucoup pour les chrétiens. Comme ça va de pair, il ne peut plus croire, donc il ne peut plus diriger l'église gnostique apostolique. Alors il remet la charge de patriarche à André Moher. Il ne veut plus diriger l'ordre des élus Cohen pour des raisons quasi similaires. Et il nomme Ivan Mosca, en Italie, comme grand maître de l'ordre à sa place. Alors ça s'est fait dans des conditions, Ivan Mosca me l'a raconté. Ivan Mosca, à sa grande surprise, reçoit une lettre de Robert Amblin pour lui annoncer qu'il est désigné, qu'il devient le grand maître de l'ordre des élus Cohen. Et qu'Ivan Mosca, l'année suivante, va lui redonner le titre d'origine de Ordre des Chevaliers Maçons élus Cohen de l'Univers. Et il me l'a dit, j'étais très surpris, il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Le contact avec Robert Amblin est des plus laconiques. Donc il écrit à Robert Amadou, et Robert Amadou lui répond lui disant qu'il faut qu'il accepte. Et ils ont un entretien à la gare de Lyon. Ivan Mosca prend le train de nuit pour Paris, il prend le Rome Express, et Robert Amadou l'attend le matin à la gare de Lyon. Et ils ont un entretien, les deux, à ce sujet, au sujet précisément de cette succession, pardonnez la répétition. Voilà comment ça s'est fait.